Christophe qui a pour mission de tenter de résumer ce qui a été dit, ce qui lui paraît le plus important. Prends le micro. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Je te mets un surligneur dans la main et tu repasses tout ce qu'on a dit depuis 14 heures et tu dis voilà, ça c'est plus important que le reste. D'abord, j'ai envie de recommencer depuis ce matin, moi, parce que j'ai trouvé que les agriculteurs qu'on a vus ce matin donnaient aussi à avoir d'abord la diversité de ce qu'est l'agriculture française. Hein. Je crois qu'on avait 3 modèles d'exploitation et trois visions différentes, toutes néanmoins extrêmement empreintes de l'impact des pratiques sur la capacité à transmettre une exploitation, à la faire fructifier, à contribuer aux enjeux de souveraineté, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient agricoles de manière générale, mais aussi énergétiques, s'agissant des cultures à destination d'énergie. Donc, pour moi, un des points forts ce matin, c'était cette diversité des agricultures, mais ce point commun central qui est que je crois que les agriculteurs aujourd'hui ont complètement pris conscience de la nécessité d'être des acteurs de la transition agricole et que beaucoup d'entre eux, et on peut le regretter, hein, n'ont pas attendu qu'on leur fasse l'injonction de modes de production plus, on va dire, plus vertueux pour les mettre en œuvre, au point que d'ailleurs ils peuvent être sanctionnés dans un certain nombre de cas aujourd'hui quand ces modes de production ont été mis en l'occurrence en place avant 2008. Donc ça, pour moi, c'est un point très très fort. Ça me fait penser aussi à un petit pic qui a été lancé pendant cette conversation entre agriculteurs où en fait l'un d'entre eux faisait le reproche à l'autre éventuellement de faire de la méthanisation un outil quelque part d'agriculture intensive. Je pense que c'est aujourd'hui il faut bien se garder d'opposer finalement les modes de production, qu'il y a une vraie complémentarité qui est en train de se mettre en place entre le bio pour un certain nombre de marchés, entre une agriculture dite d'agroécologie ou de conservation de l'autre côté, et puis des modèles beaucoup plus originaux qui vont peut-être d'ailleurs attirer les jeunes dont l'agriculture a besoin pour assurer finalement sa pérennité. Et donc là, je pense qu'on a vraiment un très très bel équilibre. Moi, j'ai trouvé aussi que finalement, j'ai vu une certaine sincérité ce matin quand on a parlé de finances durables, quand on a parlé de taxonomie, quand on a parlé de ces sujets-là. On voit bien que, y compris le monde de la finance, est en train de se rendre compte que la durabilité ne peut plus échapper à aucun secteur de l'économie et que les investissements en matière de durabilité aujourd'hui sont les rendements finalement financiers de demain et que cette case-là, j'ai l'impression, est en cours de cochage et que ça, c'est plutôt quelque chose de positif parce que sans finance, finalement, derrière les besoins de transition, malheureusement, il n'y a pas de transition. Donc ça, c'est aussi pour moi quelque chose d'assez fort ce matin. Cet après-midi, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est est-ce qu'on met le stockage de carbone finalement comme une vocation de l'agriculture. Bien évidemment, ce n'est pas une vocation de l'agriculture. L'agriculture stocke du carbone depuis la nuit des temps, depuis qu'elle existe, depuis 5000 ans, parce que mettre des engrais organiques, c'est trivial, hein, mais du fumier, du lisier, des fientes de pigeons, hein, si vous avez tous ces pigeonniers en Normandie, c'est bien parce qu'à un moment donné, il fallait fertiliser le jardin et que le stockage de carbone dans les sols est en tant que tel intrinsèque de la fertilité de ces sols et donc de leur capacité à nourrir l'humanité. Donc on a quand même tout d'un coup réalisé que ce que faisait l'homme depuis tout ce temps n'était que finalement que bonne pratique et on est en train de se reposer la question de comment on ramène ces bonnes pratiques et on voit bien que dans des modes d'efficacité, on en a parlé aussi s'agissant de la mondialisation, où chacun finalement se concentre sur sur quoi il est le plus efficace. Dans nos propres pays, on a séparé élevage d'un côté, Bretagne, Normandie, Pays de Loire et grande culture de l'autre, en séparant finalement la production d'éjection animale de besoin de nourrir le sol pour sa fertilité. Aujourd'hui, on est devant une transition qui doit prendre ces éléments-là en compte. Sinon, on se heurte, et on en a parlé aussi un petit peu ce matin ou cet après-midi, à ce qui se passe en Hollande aujourd'hui, c'est-à-dire un rejet pur et simple d'une agriculture intensive, consommatrice d'espace, très polluante, avec finalement une forme de déconnexion de l'élevage et du sol qui permet d'absorber ces matières organiques. Et là, je pense que c'est une source d'inspiration pour les politiques aussi publiques futures. Donc non, stocker du carbone dans les sols n'est pas une injonction qu'on aurait à faire aux agriculteurs.
de mon point de vue et ce qu'on a entendu, on est beaucoup d'agronomes dans la salle, on est dans cette approche systémique qui, je crois, nous caractérise. On comprend bien que pour faire pousser une plante, il faut un sol de qualité, il faut de l'eau, il faut de l'air, il faut quand même un peu de nutriments, de l'azote, des éléments nutritifs, et que tout ça procède beaucoup plus d'un équilibre que d'une volonté qui serait celle de stocker du carbone dans les sols. Néanmoins, je pense qu'on l'a tous entendu, stocker du carbone dans les sols est une solution. Et c'est une solution qui nécessite, pour que les pratiques qui permettent de mieux stocker ce carbone dans les sols, voire d'ailleurs d'éviter de le déstocker. Finalement, l'agriculture moderne n'a fait, notamment dans les régions de grande culture, que déstocker. Il n'y en a plus de micro là. C'est pas grave. N'a fait que déstocker depuis la. Prends l'autre. Voilà. Hop. Depuis que l'injonction à produire. Mais c'est pas grave, vous m'entendez. Ça ici, c'est bon. Là, c'est bon. Grave. C'est bon. Donc là, oui, il y a un vrai enjeu de changement de pratique, ça veut dire, et vous l'avez vu sur mon petit graphe du GIEC, j'espère qu'il vous est resté en tête, c'est celui... Totalement. C'est celui, parce que c'est celui-là qui nous motive le matin quand on se lève chez CEPOL. On regarde ce truc, là, tout le monde sait chez nous. Le chiffre à gauche, c'était 0,9. Ouais. Oh bah, très certainement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la petite barre était rouge et qu'il en coûte à l'agriculteur de changer de pratique. Et qui paye ? Est-ce qu'il s'agit désormais que politiquement, en fait, on accompagne les agriculteurs pour le faire ? La question, je trouve, qui a été posée aussi ce matin, ou en début d'après-midi, c'est celle du consentement du consommateur à payer la nourriture à son juste prix et à sa juste durabilité. Et moi, je n'ai pas vu ce matin, notamment au travers des mots qui ont été prononcés par le jeune homme là, qui s'occupe de la consommation, Xavier Lefebvre, qui disait clairement, non, le principal driver de la consommation aujourd'hui, c'est le prix, point. Et finalement, ce consentement à payer la durabilité n'existe pas, en particulier en période de crise. Il y a d'autres secteurs de l'activité dans lesquels s'est investi CEPOL, où on a ce consentement. Paradoxalement, le transport aérien, 70% des voyageurs sur les lignes aériennes américaines se disent prêts, c'est une étude McKinsey, bon, ça c'est du lourd, prêts à payer un supplément de prix pour compenser leur impact environnemental. Donc clairement, dans le transport, on a une vraie opportunité, a priori, d'aller chercher en fait la valeur qui nous manque aujourd'hui dans l'alimentaire. Alors, il ne faut pas jeter l'éponge. Je pense qu'il y a un vrai enjeu que de faire réaliser en fait aux consommateurs que le produit qu'ils consomment émet lui aussi, et c'est de l'ordre de 20%, l'agriculture émet 20% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, 35% pour le transport. Donc CEPOL, en produisant, en aidant les agriculteurs par le biais d'une prime qui est fléchée sur les bonnes pratiques, à produire ces matières premières qui sont des solutions dans la décarbonation du transport, à une espèce d'équation assez unique qui nous permet aujourd'hui, je pense, et on en est très fiers, d'avoir ce leadership en fait, dans comment financer la transition agricole. Donc voilà. Donc effectivement, moi, ce que je retiens, en fait, les mots-clés, c'est les mots d'équilibre. Même Arnaud, en disant était très, très content, en fait, en nous quittant tout à l'heure, en disant c'est rare de voir, finalement, un discours aussi équilibré. Et Olivier, si tu as essayé de pousser Émilie dans ses retranchements pour savoir quelle était la solution, non, je suis entièrement d'accord avec elle. La transition environnementale, elle est composée d'un mix de solutions. Elle est là parce qu'elle était inquiète. Et c'est tellement plus facile pour un politique que de mettre l'hydrogène en avant, que de mettre l'électricité. C'est tellement plus facile vis-à-vis de ses électeurs d'aller mettre en pâture finalement l'agriculture aussi comme plutôt un émetteur qu'un capteur, que je pense que l'intérêt que vous avez tous porté à cette conférence et la diversité des discours et des activités en fait, qui ont contribué à nous forger cette conviction que la transition environnementale est multiple. Je crois que c'est en tout cas de mon point de vue, on sort enrichi et renforcé de ce point de vue-là. Parfait, merci Christophe. Je remercie au nom de tous ceux qui ont contribué à cette journée les différents speakers qui se sont
succéder sur cette scène. Je vous rappelle que pour ceux qui sont curieux de ces sujets de transition environnementale, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, vous pouvez suivre nos travaux mensuels du think tank et qui avec une restitution qui sera ici même quelque chose comme fin juin, début juillet. Le 4 juillet, voilà, je peux vous le dire dès à présent. Et donc, en tous les cas, au plus tard, rendez-vous le 4 juillet. Merci de votre présence. À bientôt. Merci beaucoup.